Bonjour à tous, je continue. Donc, on est sur la deuxième partie, enfin la dernière du coup, de la vidéo précédente et aussi la dernière de ce chapitre. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle tout ça. Donc, on en était sur le groupe 4 des formules. Donc, pour l'instant, comme je le disais tout à l'heure, enfin non, tout à l'heure dans l'autre vidéo, je vais pas le démontrer tout de suite parce que je vais vous donner deux versions de la démonstration. Il y en aurait même une troisième même, mais je vais en donner deux, ce sera déjà pas mal. Dont une qui utilise la dérivabilité, c'est-à-dire la proposition d'après. Donc, je vais juste en dire deux mots. Ensuite, on va passer à celle d'après, on va démontrer celle d'après. Et je reviendrai donc aux démonstrations des formules 4. Alors, qu'est-ce qu'elles disent donc ces formules 4? Ce sont deux cas particuliers de somme en fait d'images de ces fonctions circulaires réciproques qui pourraient tout à fait constituer des exercices. Donc vraiment, moi je vous conseille comme toutes les autres preuves, mais là vraiment encore plus, puisque c'est vraiment, ça pourrait être des exercices. Donc je vous conseille de voir ces preuves comme des exercices. Donc à la limite, essayez même avant d'écouter la preuve et de regarder, au moins vous y aurez déjà réfléchi, ça aura plus d'écho ce que je vais raconter. Essayez donc même tout seul de voir comment on pourrait prouver ça. Et si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Mais l'intérêt sera tout aussi grand que quand vous réfléchissez à un exercice. Donc, qu'est-ce qu'elles disent ces formules? Elles disent que donc pour un x entre moins 1 et 1, arc cos x plus arc sinus x vaudra toujours pi sur 2. Donc c'est intéressant parce que c'est finalement la formule qui vous permet de passer de arc cos x à arc sinus x sans difficulté. Donc on verra que l'air de rien, ça peut être utile. Et sur les arctangentes, elle est un peu moins utilisée, mais elle est connue, on la demande régulièrement. Arctangente x plus arctangente 1 sur x, donc forcément avec x différent de 0. Mais sinon réel, puisque arctangente accepte tous les x réels. Donc cette somme-là, elle, deux valeurs possibles, selon que x soit positif ou négatif. Donc elle vaut soit pi sur 2, soit moins pi sur 2. On va démontrer tout ça. Voilà, bon, donc je vous laisse un peu en suspens là-dessus. On verra comment on démontre ça et comment du coup on traite ce genre d'exercice aussi, parce qu'en fait des égalités comme ça, il en existe d'autres. Donc c'est intéressant de voir un petit peu quels outils on a à notre disposition, comment on peut prendre ça. Bon, et la dérivabilité, à connaître très 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 bien, vous voyez qu'il y a trois cœurs, hein. Cette fois-ci je n'ai pas oublié de les mettre. Euh, donc on a trois cœurs et donc c'est à connaître par cœur. Et comme je l'ai annoncé déjà, parce qu'on avait déjà étudié les fonctions arccos, arcsine, arctangente séparément, et en fait on a déjà vu les petits problèmes qu'il peut y avoir sur le graphique, même si on n'a pas démontré. On avait vu que bon, arcsine et arccos, elles ont l'air d'être bien dérivables, sauf en 1 et en moins 1. Donc effectivement, on va voir que ça pose problème, alors qu'arctangente, elle n'aura aucun souci pour se dériver. On peut pas avoir des soucis partout non plus, hein. Elle avait des soucis pour exister, tangente. Bon, sa fonction réciproque, elle a beaucoup moins de soucis. Donc, déjà, si on remplit, alors, du coup, d'après ce que je viens de dire, les fonctions arcsinus et arcosinus sont dérivables, donc sur moins 1, 1, mais ouvert cette fois. Voilà, puisque justement, on va avoir un problème de dérivabilité en 1 et en moins 1. Et donc, on a pour tout x entre moins 1 et 1 ouvert, arc sinus x qui vaut prime, pardon, qui vaut 1 sur racine de 1 moins x carré. On retrouve le fameux racine de 1 moins x carré, rappelez-vous, hein, on l'a vu il n'y a pas longtemps, juste au-dessus. C'est pas un hasard, on va en parler, parce qu'on va le démontrer tout ça. Et arcos prime, on va avoir moins 1 sur racine de 1 moins x carré. Voilà. Alors essayez de vous souvenir peut-être que, bon déjà que c'est grosso modo la même formule, que arcsine comme sin donnait cos, on peut s'en souvenir comme ça, hein, ça faisait plus cos. Cos lui donnait moins sin en dérivant. Bon, arcos en dérivant va donner moins la même formule, donc moins 1 sur racine de 1 moins x carré. Alors déjà, avant de démontrer, un petit commentaire quand même, ce qui est assez étonnant, c'est que je n'ai pas de formule à vous donner pour arcos et arcsine. En revanche, arcos prime et arcsinus prime, oui. Donc c'est quand même, voilà, ce sont quand même des fonctions qui ne sont pas comme les autres. Ce qui veut dire forcément que quand on pourra utiliser leur dérivée au lieu d'elles-mêmes, donc on verra hein, qu'il y a des situations où ça peut être pertinent. Ça ne veut pas dire que c'est équivalent, évidemment, mais il y a des situations où on peut réfléchir en utilisant les dérivées. Évidemment, on le fera.
puisque là, pour le coup, j'ai une formule tangible à laquelle je puisse me raccrocher. Donc c'est intéressant. Bon, donc on va démontrer cette formule. En attendant, je donne déjà aussi la dérivée de arctangente. Donc la fonction arctangente, elle, comme je disais, aucun souci de dérivation, dérivable sur R, donc merveilleux. Et on a pour tout x appartenant à R, donc arctangente prime de x égale à 1 sur 1 plus x carré. C'est une dérivée, celle-là, qui revient à toutes les sauces, tout le temps, dans énormément de chapitres, dans énormément de contextes. Donc vraiment à connaître par cœur. Ces deux cousines au-dessus aussi, mais elles reviendront un tout petit peu moins souvent. Mais quand même, elles reviendront souvent, donc à connaître sur le bout des doigts. Et arctangente, ça doit être un réflexe. Voilà, arctangente prime, ça doit être vraiment un réflexe. Donc on va démontrer tout ça pour comprendre d'où sortent ces formules. Bon, ben, je vois que j'ai déjà pas mal utilisé la place. C'est pas grave, je vais me placer là. Alors, donc là, l'épreuve, j'allais dire, mais non, j'ai pas changé de partie, donc c'est juste dérivabilité, je vais l'écrire comme ça. Preuve. Alors, petit rappel, je vais pas me contenter de le faire à l'oral, je vais l'écrire. Même si je l'écris en version raccourcie, je vais quand même l'écrire. On avait vu que dans le contexte où j'ai f de i dans j bijective, d'accord? Donc ça veut dire que j égale f de i, sinon elle ne pourrait pas être bijective. Hein. Donc si j'ai f qui est bijective et aussi dérivable sur i, alors si je prends a appartenant à i, alors si f' de a est différent de 0, alors f-1, c'est-à-dire la bijection réciproque, est elle aussi dérivable en f de a. Rappelez-vous, on l'a vu, bah, c'était dans ce chapitre hein, d'ailleurs, hein, sauf que c'était avant qu'on voit les fonctions usuelles. Quand on a fait la dérivabilité, on a fait une introduction à la dérivabilité, on a vu ce chapitre, ce théorème justement. J'ai dit on va un peu plus loin que le théorème de la bijection, puisque là, on ne va pas juste dire que c'est bijectif, carrément, on en déduit des informations cruciales sur la dérivabilité et la dérivée même de la fonction réciproque f-1. Donc justement, on avait dit, si f' de a est différent de 0, c'est-à-dire que je n'ai pas une tangente horizontale pour la courbe de f, alors f-1 est dérivable en f de a. Et on avait vu qu'à l'inverse, si f' de a égale 0, ça veut dire que j'avais une tangente horizontale, et donc quand je vais prendre la réciproque, rappelez-vous, on fait le symétrique par rapport à la première bisectrice, je vais me retrouver avec une tangente verticale, et donc une non-dérivabilité en f de a. Donc là, on peut dire, alors, f-1 n'est pas dérivable en f de a. Donc ça, c'est le petit rappel sur lequel justement on va s'appuyer. Donc si je veux étudier la dérivabilité de arc cos, par exemple, ce serait pas mal de s'intéresser à la dérivabilité de cosinus et au fait que cette dérivée s'annule ou pas. Puisque si elle s'annule, on vient de le voir, la bijection réciproque ne sera pas dérivable à cet endroit-là. Donc justement, pour arc cosinus, je vais aller chercher cosinus. Et rappelez-vous, pour arc cosinus, on prenait cosinus de 0π dans moins 1, 1. On sait qu'elle est bijective et dérivable. Donc ça, pas de souci. Bijective, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Et dérivable, bon, ça a été démontré avant ça, que cosinus est bien dérivable partout. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc en particulier sur 0π. De plus, on connaît même sa dérivée. Donc on sait que cos', c'est moins sinus. Et donc, on sait où la dérivée s'annule. Donc, elle s'annule justement quand je suis entre 0 et pi. Elle s'annule à deux endroits. Elle s'annule en 0 et en pi. Donc, si j'applique le petit théorème, enfin le gros théorème, que j'ai rappelé juste au-dessus, je peux déjà en déduire que arcos est dérivable sur moins 1, 1. Alors, pourquoi j'ai dit moins 1, 1 je ne l'ai pas dit, mais ça, c'est cos de 1. Et pi, c'est cos de moins 1. N'importe quoi, excusez-moi.
vais y arriver, justement, au contraire. Ça vient, c'est parce que cos de 0 vaut 1 et celui-là, je sais pas comment l'écrire parce que c'est pas une flèche, c'est pas, enfin, je vais mettre la flèche plutôt dans ce sens-là, en fait. Cos pi vaut moins 1. Donc, ça veut dire qu'à part en cos de 0 et en cos de pi, donc à part en 1 et en moins 1, la réciproque va être bien dérivable. Donc c'est pour ça que je dis qu'elle est dérivable entre moins 1 et 1 ouvert. Donc j'en étais où? Dérivable, mais pas en 1, justement, qui est égal à cos, ce que j'étais en train de dire, hein, cos de 0, ni en, j'ai dit moins 1, c'est égal à cos de pi. Donc ça, dans notre théorème, ce sont les f de a, si vous voulez. Hein. Moi, j'ai la dérivée qui s'annule en a égale 0 et a égale pi. Donc, f moins 1 n'est pas dérivable en cos de 0 et cos de pi. Autrement dit, en 1 et en moins 1. Donc, la dérivabilité, on l'obtient directement avec le théorème qu'on avait de bijection étendue, là, donc bijection avec dérivabilité. Bon, donc, ok. Maintenant, pour la formule, parce que je ne l'ai pas dit, mais dans le théorème, on avait aussi ça. On avait la formule. Rappelez-vous, on avait que dans le cas où elle est dérivable, je sais que f-1... Alors, ouais. C'est vrai que je vous avais donné la formule, mais on pourrait aussi le retrouver... Ouais, allez, on va plutôt le retrouver. Voilà, plutôt que d'appliquer directement. Donc, on avait vu, cela dit, je peux vous l'écrire là. Ça, vous le savez déjà normalement, même depuis l'année dernière, que f-1... Pardon, je vais y arriver. Que, justement, quand je fais f rond g', alors là, je vais appliquer ça avec g qui vaut f-1 en fait. Hein. Je fais donc g' fois f' rond g. Donc si f c'est sinus et g c'est arc cosinus, je vais pouvoir appliquer tout ça et trouver quelque chose d'intéressant. Donc, on y va. Du coup, alors moi je cherche la dérivée de sin rond. Alors pourquoi je fais ça? Y arriver. Voilà, on va le faire comme ça. Pourquoi je fais ça? Parce que sinus de arc cos, on l'a vu, on la connaît celle-là. On a une expression de sinus de arc cos. Donc c'est assez pratique de passer par ça. Je suis en train de réfléchir s'il y a plus simple. Ça revient au même en fait. On n'aura pas plus simple parce que je me disais peut-être en passant par cos rond arc cos directement. Sauf que quand je vais dériver cos, il y aura quand même du signe de. Enfin, quoique, ouais, ça pourrait être intéressant aussi. Excusez-moi, hein, je prends juste 2 minutes. J'ai pas forcément préparé à la virgule près. Et je suis en train de me dire que peut-être c'est plus simple si je passe par là. Parce que du coup, eh oui, c'est ça, arcos prime, sinus. Ouais, allez, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc, pardon. Alors, pour vous, ça change pas grand-chose, hein, parce que j'avais pas vraiment commencé. Donc, finalement, au lieu de faire, c'est ce que j'étais en train de me dire, au lieu de faire sinus de Arcos, que certes, on connaît sinus de Arcos, mais tant qu'à faire, il y a plus simple, on n'a qu'à prendre cos de Arcos, puisque cos de Arcos, on connaît encore mieux. C'est carrément x. Enfin, c'est carrément l'identité. Donc, cos de Arcos prime de x, donc bien une composée. Et donc, ça, c'est l'identité, en fait. Hein, c'est l'identité sur moins 1, 1. Donc on sait que de toute façon, sa dérivée vaudra 1. Donc ça, c'est intéressant parce que le calcul est très rapide. Dans l'autre version que je pouvais vous donner, ça marchait très bien, hein, sauf que le calcul était moins rapide. Là, c'est vrai que si j'ai bien calculé mon coût, c'est plus rapide. Donc, ça va nous donner, du coup, rappelez-vous de la formule, f rond g. Donc maintenant, g, moi, c'est arcos. Donc je vais avoir ici g', donc autrement dit, arcos prime de x.
Et moi, c'est ce que je veux, ça. Hein. Je veux arc cos prime de x. Donc lui, je ne vais pas le remplacer, évidemment. C'est celui qui va rester et que je vais essayer d'exprimer en fonction de ce qui est autour. Multiplié par f', ici f c'est cos, donc f', ça va être moins sinus. Donc je vais avoir ici moins sinus de g, et g c'est arc cos de x. Bon, et justement, sinus de arc cos de x, c'est racine de 1 moins x carré. On l'a calculé tout à l'heure. Donc là, enfin dans l'autre vidéo, pardon. Donc là, j'ai racine de 1 moins x carré. Là, quand je dérive l'identité, j'ai 1. Donc, je vais en déduire qu'il y avait un moins, attention, hein, qui traînait ici. Donc, arc cos prime de x égale moins 1 sur racine de 1 moins x carré. Voilà pour la première. Ensuite, pour arc sinus, bon, si vous avez compris le principe, ça va rouler puisque c'est la même chose. Donc là, je peux en déduire, alors, enfin, je peux dire directement, allez, je vais le faire à côté, j'ai de la place à côté. Donc de la même manière, je peux dire que sinus, donc de moins pi sur 2 dans moins 1, 1, puisque c'était les intervalles de bijectivité qu'on avait, est bijectif et dérivable. Hein. De plus, alors, de plus, sinus prime, c'est égal à cosinus. Et donc, il s'annule sur cet intervalle-là entre moins pi sur 2, il s'annule en moins pi sur 2 et en pi sur 2. Hein. Donc, d'après le théorème de tout à l'heure, sinus moins 1 qui est égal à arc sinus est dérivable, et plus particulièrement sur moins 1, 1 ouvert pour les mêmes raisons. Donc, car c'est un quart, on dirait pas, mais c'est un quart. Donc, car sinus de moins pi sur 2 égale à moins 1, et sinus de pi sur 2 égale à moins 1, à 1, pardon. Et donc, justement, si la fonction d'origine a sa dérivée qui s'annule en moins pi sur 2 et pi sur 2, eh bien, la réciproque n'aura pas de dérivée, enfin, ce ne sera pas dérivable en sinus de moins pi sur 2 et sinus de pi sur 2. Autrement dit, en 1 et en moins 1. Donc, elle est dérivable uniquement sur moins 1, 1 ouvert. Ça, il n'y a pas de souci. Parce que ce sont les valeurs pour lesquelles, justement, qui correspondent aux valeurs aux antécédents de la dérivée d'origine qui ne n'annulent pas la dérivée. Ça devient plus très clair à force, hein, il y a tellement de mots dans tous les sens, mais j'espère que ça va. Parce qu'on fait vraiment à chaque fois la navigation avant-arrière entre l'espace de départ et d'arrivée selon la fonction qu'on considère. Enfin bref, en termes de vocabulaire, il y a beaucoup de choses. Voilà, bon, donc on a bien la dérivabilité sur moins 1, 1 ouvert, ça c'est bon. Et donc pour le calcul, même principe que tout à l'heure. Donc je vais partir sur sinus rond arc sinus x, hein. On va prendre le même chemin que tout à l'heure, qui était assez pratique. Donc pour tout x, bien sûr, appartenant à moins 1, 1 ouvert, on fait ce calcul. Donc si je prends f rond g comme tout à l'heure, donc je vais d'abord avoir g', donc autrement dit arc sinus prime de x, fois f', ici f c'est sinus, sa dérivée c'est cos, donc cos appliqué en g, donc appliqué en arc sinus x. Là, ça c'est l'identité sur moins 1, 1, autrement dit c'est x, c'est la fonction qui a x associe x. Donc, sa dérivée vaut 1, c'est une constante, elle vaut 1 tout le temps, quel que soit x. Donc, je peux en déduire que arc sinus prime de x, sachant que lui, on a démontré tout à l'heure que c'était racine de 1 moins x carré. Je peux en déduire donc que arc sinus prime de x égale 1 sur racine de 1 moins x carré. Donc voilà pour la dérivée de arc sinus x.
Donc ça, on retrouve assez facilement. Pour la dérivée de, enfin oui, pour la dérivée de arc-tangente, on va voir que c'est pas très compliqué non plus. On est en fait exactement sur le même fonctionnement, le même raisonnement. Donc maintenant, si je fais pour arc-tangente, je vais le faire, je vais le faire bien là, voilà. Donc si je prends la fonction tangente que je définis cette fois de moins pi sur 2 dans R. On change de contexte, on change d'ensemble, mais le principe est le même. On a vu qu'elle est bijective et dérivable. Ça, c'est bon, déjà vu. Or, tangente prime, on l'a déjà vu aussi, est égale à 1 plus tangente carrée. Elle ne s'annule pas, c'est là. Donc ça, vraiment, c'est top, parce que tangente carrée, c'est un carré. Plus 1, c'est pas possible que ça s'annule. Donc, ne s'annule pas du tout, donc jamais, sur, ne s'annule pas sur moins pi sur 2 ouvert. Ce qui veut dire que arctangente est dérivable sur R. Donc arctangente est dérivable sur R, c'est-à-dire dans tout l'ensemble d'arrivées de tangente, qui à lui est, enfin elle est son ensemble de départ, son ensemble de définition. Donc arctangente est dérivable sur R. Bon déjà c'est très bien, on n'a pas de point de non-dérivabilité. Donc il n'y a pas de piège en fait, parce qu'évidemment sur arcsinus, arccosinus, on vous attend au tournant en 1 et en moins 1 pour la dérivabilité, puisque ce sont les endroits où c'est pas dérivable. Un peu comme la fonction racine en 0. Ce sont vraiment maintenant des fonctions, toutes les fonctions usuelles, vous devez les connaître sur le bout des doigts, et ce genre de propriétés basiques comme la dérivabilité, elles doivent être connues par cœur. Et si vous arrivez à le démontrer, c'est le Graal, évidemment, c'est parfait. Mais au moins, vraiment, arriver en connaissant bien toutes les propriétés, c'est un minimum. Donc, je termine juste donc pour le calcul. Pour tout x appartenant à R, pareil, je vais prendre le même genre de raisonnement. Donc, je vais prendre tangente avec sa réciproque et je les compose. Toujours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que ça, je sais que ça revient à faire l'identité sur R, donc je ne vais pas avoir de soucis. Après, je sais que ça vaut 1. Ok. Donc maintenant, si je calcule, alors cette fois-ci, G, c'est arctangente, donc je vais avoir arctangente prime de x fois f prime. Donc attention, c'est la dérivée de tangente qu'on a écrite tout à l'heure. Donc c'est 1 plus tangente carrée que l'on doit appliquer en arctangente de x. Ça, c'est G. Donc ça me fait arctangente prime de x fois 1 plus tangente carrée, donc tangente de arctangente x au carré. Voilà, je vais mettre comme ça. Or, tangente de arctangente x, justement, on l'a vu et on l'a encore écrit là juste maintenant, ça fait x puisque tangente de arctangente, c'est l'identité. Donc on se retrouve avec arctangente prime de x fois 1 plus x carré. Et donc, vu que 1 plus x carré de toute façon ne peut pas s'annuler, arctangente prime de x égale 1 sur 1 plus x carré. Voilà, donc on a bien la formule de dérivation de arctangente, qui est quand même assez simple à retenir. Il y a plein, comme je disais, de bons côtés. Bon, et donc maintenant qu'on a nos dérivés, on va pouvoir aller démontrer les formules 4, les égalités en fait, que vous aviez au-dessus, de deux manières. Donc justement, une en utilisant les dérivés et l'autre non. Allez, alors les formules 4. Alors, je vais me mettre où j'ai plus de place, c'est pas grave. Je vais aller me mettre carrément plus loin. Donc les formules 4, je vais le mettre là. Formule numéro 4. Donc la 4A, je vais réécrire ce qu'on doit montrer pour qu'on l'ait sous les yeux. Donc montrons que... Donc on doit montrer la proposition suivante, quel que soit x appartenant à moins 1,
arc cos x plus arc sinus x pour le même x, bien entendu, sinon ça ne marche pas, égale à pi sur 2, dans tous les cas. Ok. Alors, méthode 1, sans avoir recours à la dérivation. Parce que c'est quand même intéressant, puisque justement, ça veut dire qu'on aurait pu déjà le démontrer avec finalement moins d'outils. Mais on va voir que, bon après c'est vous qui verrez, je ne sais pas ce que vous préférez, c'est quand même à mon avis un petit peu plus technique, si on n'utilise pas la dérivation. Mais ça fonctionne bien. Donc, moi je dois montrer pour tout x, blablabla. Donc toujours pareil, je commence par soit. Donc j'explicite bien le fait que j'en prends un quelconque, donc soit x appartenant à moins 1, 1. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt essayer de montrer, parce que c'est pareil, hein, ça revient à montrer que arc sinus x, par exemple, est égal à pi sur 2 moins arc cos x. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appeler ça alpha, et je vais essayer après, dans un deuxième temps, de montrer que ce alpha, c'est exactement arc sinus x. Donc du coup, je vais dire qu'on pose alpha égale à pi sur 2 moins arc cos x. Bon, moi je veux montrer que alpha c'est arc sinus x. Pour être arc sinus x, il n'y a pas 50 façons. Il faut que le alpha soit entre moins pi sur 2, pi sur 2. Parce que arc sinus x, le résultat doit être entre moins pi sur 2, pi sur 2, ou fermé. Et aussi, qui vérifie que sinus de alpha égale x. Puisque rappelez-vous, c'est comme ça qu'on a défini arc sinus. Arc sinus x, c'est le θ entre moins pi sur 2, pi sur 2, tel que sinus de θ égale x. Donc là, je dois avoir sinus de alpha égale x. Donc je dois montrer, donc montrons que, je dois montrer les deux points, alors je vais les appeler i et 2i. Voilà. Premier point, que alpha appartient bien à moins pi sur 2, pi sur 2. Et que, donc, sinus de alpha égale x. Pour pouvoir conclure que alpha égale arc sinus x. Ok, allez, on y va. Donc, premier point, je dois montrer que alpha est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Alpha, c'est pi sur 2 moins arc cos x. Bon, ben, ma foi, je vais partir de arc cos x, puisque arc cos x, je sais que c'est entre 0 et pi. Et je vais construire mon alpha. Donc, je peux en déduire que moins arc cos x, attention au changement de sens, c'est donc entre 0 et moins pi. Et si j'ajoute pi sur 2, je vais donc avoir alpha entre pi sur 2 et moins pi sur 2. Donc, premier point, c'est montré. J'ai bien alpha entre moins pi sur 2 et pi sur 2. 2i. Je dois montrer que sinus de alpha égale x. Bon, bah là, pour le coup, je vais faire le calcul. Hein. Donc, alors, sinus de alpha, je remplace égal à sinus de pi sur 2 moins arc cos x. Or, si sinus de pi sur 2 moins a, c'est égal à cos de a. Ça, c'est une formule de Trigo. Donc, à vous d'aller revoir ça. Hein. Je vous l'écris là, si vous voulez. Sinus de pi sur 2 moins, allez, je vais vous le mettre avec θ, moins θ égale cos θ. Donc je peux en déduire que ça fait cos de arc cos de x, et cos de arc cos de x, magique, ça fait x. Donc c'est parfait. On a bien sinus de alpha égale x. Et comme j'ai bien mes deux conditions qui sont vérifiées, attendez, hein, oui c'est ça, j'ai bien tout vérifié. Comme j'ai bien mes deux conditions qui sont vérifiées, j'ai démontré que alpha appartient à moins pi sur 2, pi sur 2, et vérifie que son sinus égale x. Donc, il n'y a pas d'autre possibilité. Alpha égale arc sinus x. Et donc, si alpha égale arc sinus x, comme alpha c'était pi sur 2 moins arc cos x, on récupère bien que arc cos x plus arc sinus x égale pi sur 2. Voilà, donc ça, c'est une première façon de démontrer cette égalité. C'est-à-dire que là, vraiment, on la démontre en ayant recours aux définitions.
Et un peu d'astuce, quoi, hein. C'est-à-dire que l'idée vraiment, c'était de basculer le alpha, enfin basculer, pardon, l'arc 6 du côté du pi sur 2 pour l'appeler alpha, etc., etc. Parce que sinon, c'était plus compliqué. Après, on aurait pu faire le contraire, hein. On aurait pu basculer arc sinus et appeler alpha pi sur 2 moins arc sinus et montrer que c'était arcos. Ça revenait au même. Bon, là, c'était une première méthode. Donc maintenant, une méthode 2. Ces deux méthodes sont intéressantes, il n'y en a pas forcément une à privilégier sur l'autre, si ce n'est qu'une des deux exige la dérivabilité, ce qui n'est pas le cas de la première. Mais sinon, les deux sont vraiment intéressantes dans les exercices et peuvent vous servir selon le contexte. Parfois même, les deux sont possibles. Donc, la méthode 2. Donc justement, la méthode 2, on va aller chercher la dérivation. Donc là, finalement, si on regarde ce qui se passe, je l'ai là. J'ai finalement une fonction ici que je pourrais appeler, qu'on peut appeler f, phi, si vous voulez. On va l'appeler phi, pour pas toujours mettre f. Voilà, si cette fonction, je l'appelle, donc j'ai phi de x qui serait égal à arc cos x plus arc sinus x, cette fonction va être dérivable, mais pas partout. Pas en moins 1, ni en 1, rappelez-vous. Donc il y aura juste ce petit souci à régler, qui va être réglé assez facilement. Mais sinon, on va pouvoir passer par les dérivés. Alors pourquoi ça va être intéressant? Parce que finalement, quand j'ai deux fonctions égales, parce que bon, pi sur 2, on peut l'avoir comme une fonction, hein, on peut l'avoir comme la fonction constante, ben leurs dérivées sont égales. Bon, jusque-là, ok. Mais c'est dans l'autre sens que c'est évidemment un peu plus compliqué. Si leurs dérivées sont égales, alors les fonctions sont égales à une constante près. Donc ça, c'est intéressant. Et notamment, si une des deux fonctions est une constante, c'est intéressant parce que je vais avoir la dérivée qui est nulle. Et donc, je vais pouvoir en déduire que la fonction est une constante. Et en fait, trouver une constante, c'est très simple. Il me suffit d'une image. Donc, ça devient intéressant. Et donc, justement, quand vous avez une égalité comme ça à montrer avec une constante de l'autre côté, ça peut vraiment être intéressant de montrer que la dérivée de la fonction dont on vous a donné l'expression est nulle pour pouvoir en déduire que, effectivement, c'est toujours égal à une constante. Alors, justement, ce qu'on va faire, donc je vais noter, je vais l'appeler phi. On va faire simple. Donc, soit non, je ne vais pas écrire en bleu, en noir, pas en gris. Donc soit phi qui à x associe justement arc cos x plus arc sinus x défini sur moins 1 fermé. Voilà. Mais dérivable, donc est dérivable sur moins 1 ouvert. Parce que c'est le cas de arc cos et de arc sin et que la somme de deux fonctions dérivables sur un même intervalle est bien dérivable sur ce même intervalle. Bon. Aussi, on sait la dérivée, phi prime de x égale. Alors, c'est égal à arc cos prime x, pardon, plus arc sinus prime x. Donc avec, bien sûr, x appartenant à moins 1 ouvert. Hein. Là, on n'a pas mieux pour l'instant. Moins 1. Ok, et ces deux dérivées, on a une expression. C'est ça qui est merveilleux, c'est que là, on peut y aller direct. On calcule. Donc lui, on a dit que c'était moins 1 sur racine de 1 moins x carré, plus 1 sur racine de 1 moins x carré. Ah bah tiens, comme par hasard, j'obtiens 0, et sans trop d'effort en plus. Donc comme phi prime vaut 0, je peux en déduire que phi est constante. Donc phi est constante. Alors attention, je peux en déduire que phi est constante sur moins 1 ouvert. Donc ce sera la petite subtilité à gérer, c'est qu'il faudra voir ce qui se passe en moins 1 et en 1, parce que l'égalité est censée être vraie partout. Bon, déjà, voyons en moins 1, sur moins 1 ouvert. Donc si elle est constante, elle est égale à n'importe laquelle de ces images, en fait, et tout le temps. Donc on peut en choisir une, n'importe laquelle. Alors évidemment, vous ne me prenez pas ni 1 ni moins 1, puisque là, on n'est pas sur cet intervalle. Parce que ce qui est fou, c'est que l'image, vous pouvez la calculer en 1 en moins 1, parce qu'elle définit phi, hein. Mais là, je suis en train d'affirmer qu'elle est constante sur moins 1 ouvert, donc je vais choisir une image qui correspond à cet intervalle. Et après, on verra pour moins 1 et 1. Donc par exemple, bon, 0, hein, ça paraît assez simple. Donc par exemple, phi de 0 égale, alors ça fait arc cos de 0 plus arc sin de 0.
ces valeurs, on les a déjà vues. Hein. Arc cosinus de 0, ça vaut 1. Arc sinus de 0, ça vaut 0. Donc, oh, n'importe quoi, mais je vous dis n'importe quoi. N'importe quoi. Pi sur 2, je dois commencer à trop parler là. Donc justement, on obtient du coup pi sur 2, et comme elle est constante, si en 0 elle vaut pi sur 2, elle vaut pi sur 2 partout, sur moins 1 ouvert. Donc déjà, je peux en déduire que pour x appartenant à moins 1 ouvert, phi de x égale pi sur 2. Alors après, pour moins 1 et 1. Alors, il y a deux façons de terminer le travail. Donc soit vous calculez tout simplement, vu que là il manque juste un bout, enfin un point à chaque fois, vous calculez phi de moins 1, vous calculez phi de 1, en fait on va trouver pi sur 2 aussi, donc on pourra en déduire que c'est vrai sur moins 1 fermé. Soit vous invoquez un argument de continuité, c'est-à-dire vous dites, bon ben ok, moi je sais que phi elle est continue, puisque ça avait été déjà vu, que arcos et arcsin, on l'a pas dit expressément, on a dit dérivable, mais c'est vrai qu'on n'avait pas parlé en moins 1 et en 1, mais là, grâce au théorème de la bijection, on obtient aussi la continuité, et là pour le coup aussi en moins 1 et en 1, de arcos et de arcsin, donc elles sont bien continues partout, ce qui veut dire que phi est continue en moins 1 et en 1 aussi, et donc on fait une espèce de prolongement par continuité, c'est-à-dire que vu qu'elle est continue et qu'elle est définie en moins 1 et en 1, c'est-à-dire que le point il existe forcément, l'image elle existe, or j'arrive en valant pi sur 2, donc par limite et par continuité, le point extrême, il va aussi avoir comme antécédent moins 1 et 1 bien sûr, mais comme image pi sur 2, on n'a pas le choix. Donc soit on invoque la continuité avec une limite, et donc on montre que forcément je vais avoir pi sur 2 aux extrêmes aussi, soit on calcule directement phi de 1 et phi de moins 1, et donc on va trouver pi sur 2. Bon, évidemment, c'est plus rapide hein, de calculer, mais ayez bien en tête cet argument de continuité, parce que justement, vous avez des exercices qui va bien vous servir. Bon, là, effectivement, on peut se contenter de calculer, donc 2 plus phi de 1, par exemple. Donc, ce serait arc cos de 1 plus arc sinus de 1. Alors, 0 plus pi sur 2, donc pi sur 2, et phi de moins 1, arc cos de moins 1 plus arc sinus de moins 1. Donc ça nous fait pi moins pi sur 2, donc pi sur 2. Donc on peut en déduire que sur moins 1, 1 fermé, donc ça marche aussi en moins 1 et en 1. Donc sur moins 1, 1, phi de x est constante égale à pi sur 2. Autrement dit, l'égalité est vraie, puisque l'égalité c'était justement arc cos x plus arc sinus x égale pi sur 2 pour tout x appartenant à un moins 1, 1 fermé. Voilà, donc ça c'était la deuxième méthode. Maintenant, si on prend l'autre égalité, même principe, même méthode, donc on va juste réappliquer la même chose. Alors, je vais le faire à la même hauteur, je vais le faire là. Donc ça, ce sera pour la 4B. Alors, on y va. Donc cette fois-ci, on veut montrer que... Donc encore une fois, hein, je le redis parce que vous avez peut-être oublié depuis tout à l'heure, mais voyez bien ça comme un exercice. Maintenant que vous avez vu les deux méthodes sur arc sin plus arc cos, essayez tout seul sur arc tangente x plus arc tangente 1 sur x. Ça vaut le coup d'essayer. Il y a des petites subtilités qu'il n'y avait pas dans l'autre, mais c'est faisable. Bon, moi, pendant ce temps, je continue. Vous, après, évidemment, à vous d'arrêter la vidéo si ça vous intéresse d'essayer. Donc, montrons que, quel que soit x appartenant à R étoile, on est obligé d'enlever 0, forcément, arc tangente x plus arc tangente 1 sur x égale donc pi sur 2 dans un cas, si x est positif, et moins pi sur 2 dans l'autre cas, c'est-à-dire si x est négatif. Alors, méthode 1. Si je prends x positif, comme tout à l'heure, l'idée c'est de... Donc x positif, ça veut dire que je vais devoir montrer celui-là. De basculer le arc tangente 1 sur x par exemple de l'autre côté. Et de montrer que, et je l'appelais alpha ce truc-là, la pi sur 2 moins arc tangente 1 sur x, et de montrer que alpha est égal exactement à arc tangente x. Donc c'est ce que je vais faire
on pose alpha égale pi sur 2 moins arc tangente x. Ah oui, le souci de cette méthode, c'est vrai qu'elle a aussi un inconvénient par rapport à la méthode 2, c'est qu'il faut savoir sur quoi on va tomber. Là, il faut savoir que c'est pi sur 2. Alors que dans la deuxième méthode, avec la dérivée, du moment où on sait que c'est une constante, on va prendre une des images, on va trouver pi sur 2, nous-mêmes. Voilà. Sinon, si vous n'avez pas de résultat, il faut essayer de se douter que ça va être une constante, de calculer une des images, trouver la constante et faire ce qu'on vient de faire. Possible aussi. Donc, je continue. Donc, j'ai mon alpha qui vaut pi sur 2, moins pardon, pas arc tangente x, arc tangente 1 sur x, ce sera plus facile. Parce que du coup, on va montrer que alpha vaut arc tangente x. Et donc, montrons que alpha égale arc tangente x, justement. Alors, pour montrer que alpha est bien arc tangente x, il y a deux choses à montrer. Donc, autrement dit, montrons que, alors, petit i, pour que alpha soit bien arc tangente x, il faut absolument qu'il soit entre moins pi sur 2 ouvert. Donc ça, c'est la condition d'intervalle. Et ensuite, il faut qu'il vérifie bien la condition de, je ne sais pas comment on pourrait dire, enfin, que ce soit bien égal à arc tangente x. Donc pour que ce soit bien arc tangente et pas n'importe quoi, il faut quand même que tangente alpha soit égale à x, qu'on puisse avoir la réciprocité. Voilà. Donc on a ces deux choses-là à démontrer. Donc comme tout à l'heure, je commence par le i. Mon alpha, c'est pi sur 2 moins arc tangente 1 sur x, donc je vais partir de arc tangente 1 sur x. Je sais que arc tangente 1 sur x est forcément entre moins pi sur 2 et pi sur 2 ouvert. Sauf que, en fait, non, je peux dire mieux que ça, puisque x est positif ici. Pardon. Donc elle est carrément entre 0 et pi sur 2. Puisque 1 sur x est positif aussi, du coup. Et on a vu que arc tangente est positive pour les positifs. Donc il n'y a pas de souci, on est entre 0 et pi sur 2. Parce qu'on a besoin d'être évidemment le plus précis possible. Si je multiplie par moins 1, donc je change le signe à tout le monde, mais je change aussi le sens, donc on fait attention. Ensuite, j'ajoute mon pi sur 2, et donc je vais me retrouver avec alpha, du coup, entre 0 et pi sur 2. Donc alpha est bien dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc le i est vérifié. Maintenant, mon 2i, je veux calculer tangente de alpha. Donc on y va. Alors, tangente de alpha, c'est tangente de pi sur 2 moins arc tangente de 1 sur x. Là aussi, on va invoquer un argument de trigonométrie. On l'a dans le cours de trigo, je vous laisse aller voir, on l'a même démontré. Tangente pi sur 2 moins θ, c'est égal à 1 sur tangente θ. Donc là, du coup, je peux en déduire que c'est 1 sur tangente de arc tangente 1 sur x. Or, tangente de arc tangente sans condition particulière, ça vaut... Enfin, là, il fallait juste que x soit non nul, mais sinon, ça vaut l'argument, donc ça vaut ce qui est dans le arc tangente, donc ici 1 sur x. Autrement dit, x. Donc le 2i est vérifié aussi. Ainsi, on déduit que alpha égale arc tangente x. Autrement dit, que arc tangente 1 sur x, enfin pi sur 2 moins arc tangente 1 sur x égale arc tangente x, donc arc tangente 1 sur x plus arc tangente x égale pi sur 2. Voilà pour celui-là, que je peux donc encadrer. Pour tout x, alors là on a montré pour tout x strictement positif. Pour tout x strictement négatif, j'allais dire on refait pareil, mais en fait même pas. On va faire plus simple. Donc maintenant, si on prend x négatif, on va faire très simple. Puisque si x est strictement négatif, moins x est strictement positif, ce qui veut dire que je peux appliquer à moins x que je viens de trouver. Je peux dire que arc tangente de moins x plus arc tangente de moins 1 sur x égale à pi sur 2. Or, arc tangente est impair. Or, arc tangente est impair. Donc, je me retrouve avec moins arc tangente x moins arc tangente 1 sur x
égale pi sur 2. Et donc, arctangente x plus arctangente 1 sur x égale moins pi sur 2, dans ce cas-là. Voilà, il n'y avait même pas besoin de tout refaire, donc du coup, je pouvais vous le montrer sans perdre trop de temps. C'est bon. Voilà, donc la méthode 1 fonctionne très bien dans ce cas aussi. Maintenant, méthode 2, donc le cas où on dérive. Alors pour arctangente, j'ai pas de souci de dérivation. Là, le souci va se trouver ailleurs, on va le voir. C'est une petite subtilité auquel vous auriez pu penser, je pense tout seul. On va voir, on dirait ça. Donc méthode 2, en passant par la dérivation. Donc cette fois-ci, j'appelle phi la fonction qui à x associe arctangente x plus arctangente 1 sur x, définie sur R étoile, bien sûr. Voilà. Phi est dérivable sur R étoile, puisque arctangente l'est sans problème. Dérivable sur R étoile, et sa dérivée, c'est, alors, la dérivée d'arctangente x, on l'a déjà vu, c'est 1 sur 1 plus x carré. Et l'autre, attention, il y a une composée. C'est l'arctangente rond, la fonction inverse. Donc ça veut dire que d'abord, donc si on l'appelle f rond g, j'ai g' devant, donc la dérivée de la fonction inverse, multipliée par la dérivée de l'arctangente appliquée en la fonction inverse. Donc ma dérivée de l'arctangente, c'est 1 sur 1 plus x carré, sauf qu'à la place de x, j'ai 1 sur x. Donc je vais avoir ça. Maintenant on calcule. Donc moins. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre au même dénominateur, peut-être au dénominateur. Donc en bas, j'ai x carré fois 1, enfin même pas mettre au même dénominateur, juste multiplier en fait. X carré fois 1 plus 1 sur x carré, donc il va rester x carré plus 1. Et ça fait donc 0. Ce qui veut dire que phi est constante. Alors attention, c'est justement, c'est là le problème, enfin, c'est là le petit os qu'il peut y avoir. Attention, parce que R étoile n'est pas un intervalle, ça n'est pas continu. J'ai d'un côté les strictement négatifs, de l'autre côté les strictement positifs. Donc, quand je calcule sa dérivée et que j'obtiens 0, je ne peux pas en déduire qu'elle est constante du début à la fin. Je peux juste en déduire qu'elle est constante sur les intervalles qui forment l'ensemble de définitions, sur chaque intervalle. En un morceau, quoi, si vous voulez. Voilà, elle est constante à chaque fois que j'ai un seul morceau. Ce qui veut dire que là, je peux en déduire qu'elle est constante sur R plus étoile et R moins étoile. Et pas sur R étoile. Je m'explique. Imaginons que j'ai une fonction qui valent 1 sur R moins étoile et 2 sur R plus étoile. Quand je vais calculer sa dérivée, je vais obtenir 0 de partout. Et pourtant, elle n'est pas constante du début à la fin, puisque elle est passée de 1 à 2. D'accord? Donc attention, quand on trouve une dérivée nulle, ça fait une fonction constante à condition d'avoir un intervalle au départ. Donc là, du coup, je peux appliquer cette propriété sur chacun des intervalles concernés, donc sur R plus étoile, sur R moins étoile. Donc je sais que c'est une constante sur chacun, mais pas forcément la même constante. Donc, du coup, si je continue, je peux dire qu'il existe, donc il existe, alors j'ai qu'à les appeler θ1 et θ2, voilà, réels, tels que, donc je vais avoir phi qui vaut, je vais l'écrire comme ça d'ailleurs, phi de x égale θ1 si x est positif par exemple, θ2 si x négatif. Il n'y a pas d'égal, hein, c'est strict. Voilà. Bon, maintenant, j'ai plus qu'à calculer. Comme je sais que c'est constant pour x positif et constant pour x négatif, j'ai qu'à prendre un positif, un négatif, calculer leurs images, et j'aurai la valeur de la fonction constante. Donc, or, je prends par exemple, on va prendre simple phi de 1. Voilà. Phi de 1, c'est donc arctangente 1 plus arctangente 1. Or, arctangente 1, on l'a vu, c'était pi sur 4.
Donc ça fait pi sur 4 plus pi sur 4, autrement dit, pi sur 2. Donc ça veut dire que phi de x égale pi sur 2 pour tout x strictement positif. Ok. Phi de moins 1 maintenant pour l'autre côté, donc ça va me faire arctangent de moins 1 plus arctangent de moins 1. Autrement dit, moins pi sur 4, moins pi sur 4. Autrement dit, moins pi sur 2. Donc, phi de x égale moins pi sur 2. Je peux le généraliser à tout l'intervalle R- étoile, puisque je sais qu'elle est constante sur cet intervalle. Et donc, la conclusion, c'est qu'on retrouve bien ce qui était annoncé dans le cours. Ainsi, on a bien phi qui a x associe, donc pi sur 2 si x négatif, non, positif, pardon, moins pi sur 2 si x négatif. Voilà qui achève donc les démonstrations de toutes ces formules, de tout ce formulaire qui est assez riche. Hein. Et vous voyez que les démonstrations le sont tout autant. Elles sont très très intéressantes en termes de raisonnement et pour tous les exercices en fait qui vont concerner ces fonctions circulaires réciproques. Donc j'espère que vous les avez écoutées et étudiées attentivement. Maintenant pour terminer, donc il nous reste quand même une partie à voir. Donc là je sors complètement des fonctions circulaires. C'est vraiment particulièrement si on a des images complexes. On n'a pas vraiment vu pour l'instant ce que ça pouvait changer. Alors, quand on a des images complexes, j'en avais déjà parlé, tout ce qui est variation, monotonie, etc., on ne peut plus en parler puisque on n'a pas de relation d'ordre sur C, exploitable, d'ordre total. Donc on ne va pas pouvoir parler de fonctions croissantes, etc., sauf si on s'intéresse à quelque chose en particulier. Donc on pourrait s'intéresser à des fonctions de module croissant, puisque le module est un réel, donc ça, c'est possible. S'intéresser aux fonctions de parties réelles croissantes, parties imaginaires croissantes, toutes ces choses-là. En fait, du moment où on se ramène à une fonction qui a des valeurs réelles. Voilà. Mais les fonctions à valeur complexe, on ne va pas a priori, en tout cas avec les outils qu'on a et à notre niveau, pouvoir aller plus loin sur tout ce qui est monotonie, etc. En revanche, aussi étonnant peut-être, en réalité, on a quand même beaucoup de choses qui sont héritées de ce qui est fait dans les réels et où il ne va pas y avoir d'énormes différences, notamment la continuité, la dérivabilité. On va avoir une majorité en fait, des propriétés qui peuvent s'étendre aux fonctions dans C. Alors justement, on va en dire quelques mots, sachant qu'on reviendra là-dessus, puisqu'on aura, comme je l'avais déjà dit, des chapitres spécifiques sur tout ce qui est limite, continuité, dérivabilité, avec justement une partie sur les fonctions à valeur complexe. Donc on ira un peu plus loin, mais déjà ça nous permet de commencer à voir un petit peu ce qui s'y passe. Bon, le début, je dis rien de spécial, je rien de spécial à dire là-dessus. On peut définir donc les fonctions auxquelles on associe la partie réelle, la partie imaginaire, je viens de le dire, hein, le module, le conjugué. Tout ça, ce sont des fonctions qui existent. D'ailleurs, il y en a 3 là dans l'histoire qui sont à valeur réelle en fait. Hein. Alors que oui, c'est ça, puisqu'on prend oui. Euh, alors que le conjugué, elle, en revanche, est bien à valeur complexe. Bon. Donc ces fonctions-là, dans les notations, elles portent exactement les mêmes notations que ce que vous avez pu voir déjà dans les complexes. Ensuite, donc du moment où j'ai f, g qui sont bien définis, lambda f, f plus g, fg aussi, et si g ne s'annule pas, f sur g est défini également, de la même manière que ce qu'on a pu voir dans les fonctions réelles. Donc ça, à valeur réelle, donc je passe. L'exponentielle complexe, on l'a déjà vu aussi, donc j'en dis rien de plus que ce qui a déjà été dit. Exponentielle de f de x, donc l'exponentielle, alors oui c'est vrai, je ne l'avais pas écrit tout à fait comme ça la dernière fois que j'en ai parlé, j'avais dit l'exponentielle complexe avec un complexe. Voilà. Là, le complexe en question, c'est f de x, donc on dit que c'est l'exponentielle de f. Mais en fait, ça revient exactement au même, puisque f de x, on peut l'écrire comme partie réelle de f de x plus i fois partie imaginaire de f de x, et donc au final, on est ramené exactement à l'exponentielle complexe, donc exponentielle de a plus bi, quoi. Voilà. C'est le même principe.
Donc on a exactement l'écriture qu'on avait vue, c'est-à-dire que je me retrouve avec un morceau qui est une exponentielle réelle, en fait, exponentielle de la partie réelle, multiplié par l'exponentielle de la partie imaginaire qu'on avait définie dans les complexes. Bon, le EIθ, quoi. Voilà. Donc ça, bon, on en avait déjà parlé. Du coup, sur cette exponentielle de f, donc exponentielle complexe, on retrouve, enfin, il n'y a pas de surprise en fait, hein, c'est-à-dire que, bon, ça on va pas le démontrer, on y reviendra sûrement, que f exp de f plus g, pas facile à dire, c'est exp de f fois exp de g. Donc, en fait, ce qui était vrai pour l'exponentielle réelle reste vrai encore quand je mets donc des fonctions complexes. Et l'exponentielle de f ne s'annule pas, et j'ai 1 sur exponentielle de f qui vient exponentielle de moins f. Bon. Ok, jusque-là, alors on évitera évidemment de mettre exponentielle f puissance g. Là, pour le coup, ça va commencer à devenir bizarre. Euh, mais on en retrouve quand même un certain nombre de propriétés sans trop de complications, même si je ne vous fais pas l'épreuve. La dérivation. Alors, là, c'est pas forcément hyper naturel, mais finalement, quand on y réfléchit, alors on pourrait le démontrer, ça aussi, je ne prendrai pas forcément le temps. Démontrer, je vais dire ce qui va arriver après. En tout cas, dans quel cas on va dire que f est dérivable quand f est à valeur complexe? Tout simplement quand sa partie réelle et sa partie imaginaire sont bien dérivables en tant que fonction à valeur réelle, du coup. Donc là, pour le coup, cette définition ne pose aucune difficulté puisqu'on utilise la dérivabilité des réels, enfin des fonctions à valeur réelle. Donc à partir du moment où on accepte la définition, finalement, la dérivabilité dans les complexes ne semble pas si problématique. Et dans ce cas, alors oui, il y a des choses à écrire, c'est vrai. D'ailleurs, tant que j'y suis, je vais aussi vous faire écrire ce que je disais tout à l'heure là. Je voulais pas écrire grand-chose, mais je vais quand même le faire parce que ce sera un peu plus clair. Donc là, justement, pour faire le parallèle avec ce qu'on avait déjà vu, ça donne donc au final exponentielle de a fois cos b plus i sinus b, à condition d'écrire, donc en écrivant, enfin ou en notant f de x égale a plus bi. Voilà. Donc dans ces conditions, on retrouve bien ce qu'on avait vu sur l'exponentielle complexe. Bon, je passe, je reviens à ce que je disais. Donc, dans ce cas-là, si on accepte justement le fait que f est dérivable à condition que une partie réelle et une partie imaginaire le soit, bien alors, justement, en toute logique, la dérivée de f en a va être la dérivée de la partie réelle en a plus i fois la dérivée de la partie imaginaire en a. I fois i, je l'ai mis le i déjà, ok, parfait. Voilà, évidemment. Ok, bon, c'est une définition, hein, donc à partir de là, je passe. On dit que f est dérivable sur i si f est dérivable en tout point a de i. Bon, rien n'a changé finalement, hein, tout ça on connaît déjà le principe. Dans ce cas, l'application dérivée, ce sera donc f', comme on a d'habitude, qu'on généralise en tant que fonction et non plus seulement en tant que nombre dérivé. Bon, ok. On remarque donc que finalement la partie réelle de la dérivée, c'est la partie réelle de f qu'on a dérivée. Pareil pour la partie imaginaire. Donc au final, ce que je disais, la dérivation va poser beaucoup moins de problèmes que tout ce qui est monotonie, tout ça, qu'on n'arrive même pas à définir. Ensuite, alors la propriété, elle concerne la dérivation de l'exponentielle de f, justement. Donc si f est dérivable, alors il en est de même pour l'exponentielle de f. Et on retrouve, là aussi, même si c'est pas si simple que ça à démontrer, c'est pas difficile en tout cas à retenir, puisqu'on retrouve exactement la formule qu'on pouvait avoir pour nos fonctions précédentes avec les composés. Donc x pour moins f, en gros, on va avoir f' fois exp donc exp de f. Donc bon, pas de grosse surprise. Et donc, en particulier, si on prend A appartenant à C, c'est-à-dire qu'on va prendre comme f de x la fonction ax, qui a x associe à x, donc une fonction linéaire mais avec A complexe. Dans ce cas-là, on va retrouver la dérivée A exponentielle ax.
Et nous, justement, on va aller démontrer juste ça, pour l'instant. Voilà, on va juste démontrer ça, je vais y venir juste après, je termine juste d'écrire. Remarque, oui, non, en fait, non, je vais terminer d'écrire après, puisque ça n'a pas grand-chose à voir. Donc, déjà, on va démontrer ça. Alors, c'est une preuve, bon, oui, il faut compter une demi-page. Et après, on aura terminé pour les preuves sur ce chapitre. Donc, ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Mais il y en aura d'autres, mais, mais pour l'instant, ce sera déjà une bonne chose de faite. Donc, le 3,2, alors, c'est la preuve de la dérivabilité et dérivée de l'exponentielle complexe. Je dirais dérivation. Exponentielle complexe. Alors, donc, comme il est indiqué dans la propriété, je prends A complexe. Et après, je considère f qui va de R dans C, justement, qui à x associe exponentielle AX. Donc on est d'accord que ce n'est pas tout à fait des exponentielles classiques, puisque A, là, cette fois-ci, est complexe. Mais x est réel. Comme A est complexe, on peut écrire A sous sa forme algébrique. On peut écrire A égale alpha plus bêta I, avec alpha et bêta réels. Alors, pour tout x appartenant à R, je vais avoir f de x égale, donc là j'essaie d'obtenir une autre écriture de f de x, il n'y a rien de compliqué, hein, vous allez voir, pour après arriver à la dérivée. Donc, en fait l'idée c'est parce qu'on a dit que la dérivée de f, on passait par la partie réelle et la partie imaginaire. Donc il faut arriver à identifier qui est la partie réelle et qui est la partie imaginaire de mon f. C'est pour ça que je vais essayer de le réécrire. Donc mon f, si j'écris donc à la place de a, je mets alpha plus bêta i, j'ai donc ça. Du coup, bah, je vais pouvoir maintenant jouer sur l'exponentielle. Donc, ok. Maintenant, le exponentielle bêta xi, je vais le remplacer par son écriture trigonométrique. Donc, ça me fait cos bêta x plus i sinus bêta x. Et à partir de là, c'est gagné. Je suis capable de dire qui est réel et qui est imaginaire. Donc, je vais avoir exponentielle alpha x cos bêta x. Donc, ça, c'est ma partie réelle. Plus i exponentielle alpha x sinus bêta x, et ça c'est ma partie imaginaire. Voilà. Et en plus, ces deux fonctions, donc les fonctions, si je prends partie réelle de f, qui est en fait la fonction qui à x associe exponentielle alpha x cos bêta x, qui est de R dans R, on est d'accord, hein, et la fonction, donc la même, mais pour la partie imaginaire, sinus bêta x, c'est ça, donc toujours de R dans R, sont dérivables sur R. Donc f l'est, puisque rappelez-vous, f complexe est dérivable à condition que sa fonction partie réelle et sa fonction partie imaginaire le soient. Dérivable sur R, donc f l'est. Bon, d'autre part, et là on va se lancer dans le calcul, parce que maintenant qu'on sait qu'elle est dérivable, on voudrait trouver sa dérivée. On y va. F' de x égale. Alors on a vu tout à l'heure que la dérivée, ça revient à faire la partie réelle prime plus i fois la partie imaginaire prime. Bon, donc il faut calculer les dérivées. Alors attention, chacune est un produit, donc pour chacune il y a u fois v1. La partie réelle, j'ai exponentielle alpha x fois cos bêta x. Donc elle va être mon u, lui va être mon v. Je le rédige pas plus parce que sinon ça va devenir très lourd. Mais évidemment, normalement, il faudrait bien écrire U fois V. Pour l'autre, il faudrait écrire, je sais pas moi, W fois Z, en précisant qui est U, qui est V, qui est la dérivée, etc. etc. Bon, là, je vais passer parce que sinon, ça va être très très lourd et très très long. Donc U', ça va donner alpha. Oui, d'ailleurs, prendre une couleur, ce serait pas idiot.
Non, je vais pas prendre de couleur parce qu'après il y en a un autre. Bon, je vais rester comme ça. Alors, U', donc c'est alpha exponentielle alpha x fois V plus U fois V'. V', il y a un cos, donc ça devient moins sin. Et attention, il y a le bêta qui sort aussi. Donc moins bêta sin de bêta x. Donc ça, c'est pour la dérivée de lui. Enfin, ou lui, si vous voulez. Maintenant, si je continue, donc j'ai i fois, maintenant il faut que je dérive l'autre. Donc alpha exponentielle alpha x sinus bêta x, donc ça c'est le u'v, plus uv', donc exponentielle alpha x fois cos, enfin bêta cos de bêta x. Voilà, donc là, cette fois-ci, j'ai pris ça, hein, qui correspond à la dérivée de ça. Ok, donc maintenant, maintenant il faut calculer. Donc maintenant que j'ai fait ça, alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre exponentielle alpha x en facteur pour y voir un petit peu plus clair. Donc je vais avoir alpha cos bêta x moins bêta sinus bêta x plus i sinus et un alpha sinus bêta x plus i bêta sinus alpha x. Non, il manque un cosinus dans l'histoire. Et c'est bêta et pas alpha. Voilà, ça. Donc maintenant, je me rends compte que si je mets cos bêta x en facteur, ben en fait j'ai alpha plus bêta i cos bêta x plus alpha plus bêta i. Non, i fois alpha plus bêta i. Attendez, n'importe quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. I fois alpha plus bêta i sinus bêta x. Parce que vous voyez, quand je fais i fois alpha, donc ça fait alpha i, donc ça me donne celui-là. Et bêta i fois i, ça me fait moins bêta, et ça me donne celui-là. Voilà, donc ça fonctionne bien comme ça. Ce qui veut dire que je peux mettre alpha plus bêta i en facteur. Rappelez-vous que alpha plus bêta i n'est rien d'autre que a. Et il me reste cos bêta x plus i sinus bêta x. Et ça, ce n'est rien d'autre que exponentielle i bêta x. Donc il me reste a fois exponentielle alpha plus bêta i x. Or ça c'est a, donc ça fait bien a exponentielle ax. Voilà, donc on est bien arrivé à démontrer qu'au final, la formule que a soit complexe ou pas de exponentielle ax quand je dérive, ça fait a exponentielle ax. Sauf que c'est quand même pas si simple que ça, c'est pas évident. Même si après à retenir, du coup c'est pas difficile parce que c'est la même formule. Voilà qui achève donc ce chapitre qui était dense, qui était long. Il me reste oui, les notations. Donc c'est toujours pas fini, pardon. C'est presque achevé. Donc les notations, on en avait déjà un petit peu parlé, mais c'est vrai que je ne vais pas aller plus loin que ça. Alors je vais quand même, c'est juste histoire de faire un point, mais encore une fois, ce seront des notations qui seront reprises. Mais juste si vous les rencontrez, il faut que ça vous parle, quoi. Voilà, que ça ait du sens pour vous. Donc C0, ça je l'avais déjà dit, mais c'est pas grave, je le redis. Donc c'est l'ensemble des fonctions continues de i dans k, des fonctions continues de i dans k. Donc C0, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore dérivé. Elles sont juste C, elles sont juste continues. En revanche, quand j'ai Cn, donc C1, C2, C3, c'est que on a dérivé, mais en plus la dérivée qu'on a obtenue était aussi continue. Donc quand j'ai une fonction de classe C1, parce qu'on dit classe pour C, donc ça on dit fonction de classe Cn. Donc C1 si n vaut 1. Donc par exemple, une fonction de classe C1, c'est une fonction dont la dérivée existe et est continue sur tout i. Voilà. Donc c'est pas toutes les fonctions, loin de là. Et évidemment, plus on va loin dans le n, et plus c'est contraignant, puisque ça, si je prends C2, ça veut dire que f' existe et f est continu, et dérivable, puisque f seconde existe aussi, donc ça veut dire que f' était dérivable. F seconde est dérivable et elle-même continue encore, etc., etc.
Donc, si je vais jusqu'à n, et bien justement, donc c'est l'ensemble des fonctions bah, oui, je vais dire de classe Cn pour l'écrire clairement ici, mais je vais quand même écrire ce que ça veut dire à côté. Donc de i dans k. C'est-à-dire, alors j'empiète sur l'autre, mais c'est pas grave, je vais écrire en dessous. Donc, c'est-à-dire tel que f, f', f seconde, jusqu'à f énième, avec des petites parenthèses, hein, vous voyez, je parle bien de la dérivée énième, existent et sont continues, pardon, sur i. Toutes. Enfin, notamment la dernière, parce que les autres, de toute façon, si on arrive encore à les dériver, c'est qu'elles sont continues, hein, mais la dernière. Et c'est infini. Alors c'est infini, bah, ce sont donc les classes, la classe c'est infini. La classe c'est infini, ça correspond aux fonctions infiniment dérivables. On en a vu des comme ça. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'elles sont de classe ck pour tout k entier. Donc autrement dit, bah, f, f', f seconde, f dixième, f quarantième, enfin elles existent toutes, elles sont toutes continues. Donc bah, c'est que je peux aller à l'infini. Voilà. Donc c'est l'ensemble des fonctions de classe ck pour tout k appartenant à n. Autrement dit, l'ensemble des fonctions infiniment dérivables. Sur i. Par exemple, les polynômes. On en avait vu d'autres. Hein, si je prends R étoile, on avait vu un sur x, hein, par exemple, qui était infiniment dérivable. Enfin, donc la fonction inverse, etc., etc. Donc ces notations, ça aussi, hein, vous allez voir, elles sont utilisées toute l'année dans plein de contextes différents. Donc commencez à bien les digérer pour que... En fait, l'idée, c'est que quand vous lisez des maths, vous arriviez à lire comme vous lisez finalement un texte. C'est-à-dire à ne plus réfléchir au sens de chaque terme et de chaque notation, pour que ça devienne fluide et que vous puissiez vous concentrer sur le sens et sur ce que l'on vous demande. Voilà, c'est ça l'idée. Donc les notations sont vraiment pas à prendre à la légère, c'est important au contraire, hein. Voilà, c'est comme quand vous lisez un texte en français, si vous manquez de vocabulaire et qu'à chaque mot, vous devez réfléchir à ce que ça peut bien vouloir dire, et notamment dans le contexte, etc. Enfin, vous servir de contexte pour trouver ce que ça veut dire. Enfin, ça devient intenable et vous n'arrivez plus à avoir assez de recul pour faire l'analyse du texte. Donc là, c'est exactement le même principe. Donc il faut vraiment acquérir toutes ces notations comme des éléments d'un langage finalement, un langage comme un autre, et un langage là, pour le coup, qu'on utilise beaucoup et qui va vous être utile. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que c'était quand même suffisamment clair, même si je ne vous ai pas en face, et que ça nous permettra justement d'avancer. Je vous laisserai sûrement encore une autre vidéo, mais je vais vous laisser un peu de temps, hein, je vous rassure. Déjà, travailler ces deux-là, ce sera déjà une bonne chose, et je vous donnerai la suite de toute manière, je vous expliquerai. Voilà, merci à vous tous et à très bientôt.